Alors, notre invité politique du soir, bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes député de la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis, ex-insoumis, fondateur de l'Après. On va parler retraite, on va parler fort de guerre, on va parler avenir de la gauche aussi avec vous dans un instant. Je vous vois lever les yeux, il y a beaucoup de choses à dire effectivement. Mais d'abord, si vous voulez, on jouera les prolongations jusque très tard. Mais d'abord, votre rédaction à ce refus de la part d'Alger de reprendre ces fameux 60 ressortissants que la France voulait expulser. Les Insoumis et le Rassemblement National ont ça en commun, c'est qu'ils fustigent Bruno Retailleau, ils pointent la responsabilité de Bruno Retailleau. Pas forcément pour les mêmes raisons, mais en tout cas, c'est lui le coupable. Est-ce que vous aussi, vous dites le problème, c'est lui, c'est Bruno Retailleau? Est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'il a mal géré ce dossier? Est-ce qu'il gère mal ce dossier? Écoutez, je vous écoute là, comme ceux qui sont avec nous depuis une vingtaine de minutes. Je trouve que vous avez tout dit en même temps que derrière cette affaire, comment dirais-je, les relations entre la France et l'Algérie valent mieux que le congrès des Républicains. Parce qu'il y a beaucoup de politiques politiciennes. Nous, on a intérêt, la France, à avoir des bonnes relations avec l'Algérie. C'est un pays avec lequel on a une histoire commune. Et il y a un enjeu stratégique, me semble-t-il, à ce qu'on ait des relations sérieuses avec ce pays. Ils sont... c'est un régime autoritaire, militaire, mais il y a des sujets sérieux. Il y a une armée en Algérie qui, notamment, pour ce qui est du Sahara, marque une frontière importante. Et il n'y a pas beaucoup en Afrique, ça manquait de respect d'autres pays, une armée qui a la capacité aussi d'être parfois un ultime rempart par rapport à des menaces plus importantes pour la France. Il y a des services de police avec lesquels nous travaillons, des services de renseignement. Ce que je veux dire, c'est que les Français, il faut les prendre au sérieux. Là, il y a de l'agitation politique. Il y a de l'agitation politique qui a pour première conséquence, Roselyne Bachelot l'a dit, le choix, qui était discutable. Pour quelle raison? Alors que jusqu'à présent, la France a une position équilibrée. Le Sahara occidental, on s'est totalement aligné sur la position du Maroc. Totalement aligné. Comme l'Espagne, comme l'Angleterre. Oui, d'accord. Mais enfin, mais jusqu'à présent, il y avait une politique, on va dire, algérienne. Mais ça n'a pas été le début des bisbilles entre la France et l'Algérie. Ça a été un élément déclencheur. Les relations franco-marocaines étaient... Non, il faut... Excellente avec Jacques Chirac. Elles étaient très mauvaises depuis pas mal de temps. J'entends bien. Extrêmement mauvaises. Il y a eu des erreurs de fait, des erreurs graves en France vis-à-vis d'officiels et de policiers marocains, des services de renseignement qui ont été pas loin d'être en garde à vue chez nous. Il y a eu ça, il y a eu l'épisode du tremblement de terre, mais où il y a eu une sortie du président de la République. La seule chose que je voulais dire, c'est que... Et donc, c'est l'un ou l'autre à chaque fois. J'entends bien, mais il y a un aspect, il y a des décisions diplomatiques qui n'ont pas été, à ma connaissance, spécialement discutées, parce que j'aimerais savoir pour quelle raison, sans aucune nuance, le président de la République s'est autant aligné, même si je suis pour on ait des bonnes relations avec le Maroc sur cette position, et ça a des conséquences. Bref. Mais ça n'explique pas ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que l'on discute de 60 cas, ni vous ni moi de savoir exactement le détail. Bon, sans salle, il est parvenu au Maroc. Il est revenu en Algérie. Attendez, mais j'ai aucune sympathie avec ce régime ce régime algérien. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je pense que le peuple algérien mérite mieux que cette bureaucratie militaire, policière actuellement. Maintenant, comment dirais-je, je suis pour qu'on fasse tout pour avoir des relations à la hauteur des enjeux avec l'Algérie. Par exemple, quand il y avait une commission d'historiens qui avait eu lieu, l'historien Benjamin Stora avait fait un travail très important avec des historiens algériens pour que toute une série de questions qui sont liées à notre histoire commune et notre histoire douloureuse coloniale. Ça n'a pas avancé d'un poil. Ça n'a pas avancé d'un poil, alors que ça a permis à une époque tout de même de réconcilier. Non, mais je suis d'accord qu'actuellement, c'est à l'arrêt. Donc pour vous, il faut privilégier encore. Non, mais pour vous, il faut encore privilégier la voie diplomatique aujourd'hui, y compris avec ce pouvoir algérien-là. Ça ne sera que de la voie diplomatique. Mais comme l'expliquait Yves tout à l'heure, il y a aussi des enjeux de politique interne en ce moment en Algérie. Oui, en Algérie, il y a des enjeux de politique interne où on sait bien que des gens ne cessent d'agiter la France, le colon, etc. Et j'ai bien compris, je suis pas un imbécile. Je veux dire, il y a des gens en Algérie. C'est pour ça que je vous posais la question sur la voie diplomatique. En France aussi, il y a des gens, et en particulier depuis la dernière élection, qui activent tout un imaginaire. C'est l'Algérien menaçant, l'Algérie menaçante, qui rejoue une guerre d'Algérie qui ne cesse jamais et qui, moi, me désole parce que c'est extrêmement dangereux. D'accord? Et on voit bien que c'est un petit jeu pour savoir si M. Wauquiez, M. Retailleau sera le plus radical et envoie des messages subliminaux à une base électorale pour dire vis-à-vis des Algériens, on sera dur. Au moment où les États-Unis d'Amérique mettent en danger. Enfin, il n'y a pas que Bruno Retailleau, visiblement moi, Emmanuel Macron que les mêmes qui sont très durs. Il y a le RN aussi qui dit qu'il faut montrer les muscles. Oui, mais vous ne faites que confirmer ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu de parler à cet électorat. Mais avouez que c'est piquant de voir que là, il y a des matamores à l'heure où Donald Trump menace de la production notamment d'alcool français qui va avoir des conséquences terribles d'emploi. J'aimerais qu'il soit aussi dur d'un point de vue diplomatique vis-à-vis d'un pays, notamment les dernières décisions de Donald Trump, j'espère qu'elles ne seront pas exécutées, qui aura des conséquences terribles.
Oui, mais alors, en attendant, je comprends pas, vous faites quoi? Si, vous avez parfaitement compris, il y a un jeu diplomatique qui vise à faire de la question algérienne le sujet central pour parler à l'électorat du RN et de la droite, de la part de gens qui, en vérité, font de l'agitation et ne créent pas les conditions. Moi, la question, j'aimerais juste vous poser une question. Vous parlez de la voie diplomatique, mais ça veut dire que pour vous, il faut certainement pas engager un bras de fer et tous les leviers d'action qui sont évoqués, notamment gel des visas, les accords de 2007 concernant les diplomates, le fait de bloquer d'éventuels transferts de fonds privés, etc. Tous ces leviers d'action qui sont évoqués notamment par le Rassemblement national et qui sont peut-être envisagés aussi par le gouvernement, tout ça, vous dites non, ne surtout pas rentrer dans un rapport de force, si je vous comprends bien. Il y a des rapports de force et des choses à faire, mais attendez, là, ce dont on parle, c'est de tracasser... il y a quand même des choses à faire. Non, mais c'est de tracasser 400 000 personnes qui sont entre la France et l'Algérie qui n'ont rien à voir avec ça, parce que toutes les solutions qui sont données, c'est pour embêter sur les visas. Alors bon, je veux bien ce qu'a dit précédemment, peut-être que les diplomates, mais là, on parle... Écoutez, on a une histoire particulière avec les Algériens. Les Algériens, bon, tous les peuples du monde sont des peuples frères, mais là, on est extrêmement liés. Là, ce dont on parle, c'est qu'au nom de la rudesse du gouvernement algérien et de le caractère politicien dont certains politiciens français s'en engagent, on va tracasser 400 000, 500 000 personnes qui vivent en France et qui sont franco-algériens. C'est pas sérieux. Qu'est-ce que c'est? Mais vous savez que la Chine, aujourd'hui, en Algérie, prend des marchés importants. On n'a pas mieux à faire avec ce grand pays que d'entretenir une rivalité absurde pour des raisons... Alors attendez, juste Roselyne. Le président de la République avait fait un effort majeur de réconciliation qui n'était pas facile et qui lui a été reproché. Le fameux crime contre l'humanité dès sa campagne de 2017. Voilà, il l'avait fait avec beaucoup de courage. Totalement d'accord avec vous. Et on a le sentiment qu'il a quand même pas été très bien payé pour sa peine. Il faut quand même rappeler que le régime algérien ne veut pas faire d'affaires avec nous. Et c'est lui qui rejoue la guerre d'Algérie aussi en permanence. Et que ce régime algérien, encore une fois, comme vous le disiez, pour des raisons intérieures, on a oublié une chose, c'est que le président algérien aujourd'hui, il est issu d'un mouvement, enfin, il est là après une manifestation qui n'a pas eu de fin, qui s'appelle le Irak, qui a failli mettre en l'air tout le régime algérien, ce qui ne s'est pas produit. Il y a une tension interne au pays en ce moment qui est très Et moi, je soutenais le peuple algérien qui manifestait, c'est magnifique. Il faut un bouc émissaire, c'est bien connu, pour rassembler la nation. Non, mais et c'est ce que fait aujourd'hui Tebboune avec la France. Roselyne Bachelot, vous avez trouvé que c'était un peu... Mais quand j'évoquais le travail d'historien qui avait été fait, historiens français, historiens algériens qui ont travaillé, ça avait permis que des liens se renouent. Et Emmanuel Macron, je lui tire souvent, je lui décoche des flèches, mais je trouvais ça intéressant. Il avait permis ce travail-là. Bon, et là, d'un seul coup, je peux vous dire que beaucoup d'historiens qui étaient là-dedans n'ont pas compris de quelle manière, d'un seul coup, Emmanuel Macron est parti sur la position marocaine et en mesurant les conséquences que ça allait avoir. Bon, on en est là. Moi, je pense qu'on est actuellement aussi, vous l'aurez compris, pris en otage par la crise interne entre M. Wauquiez et M. Retailleau, des surenchères. M. Retailleau qui dit qu'il va démissionner, bien peu cher qu'il démissionne, on en trouvera un autre. Mais je veux dire, c'est sérieux et je suis pour qu'il y ait des voies diplomatiques, de discussions qui se remettent en place. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, ça marche pas comme ça, quelle que soit la mauvaise volonté du gouvernement algérien. C'est pas un ministre de l'Intérieur qui donne une liste. Il y a des procédures qui ne sont pas respectées, qui d'ailleurs n'ont même pas été respectées à tel point que même un agitateur, influenceur n'a même pas pu être expulsé en raison de la manière assez médiocre dont monsieur Retailleau a pris le sujet. Donc abordons cette affaire sérieusement. Mais donc, je suis pas venu pour parler que de ça. La voie diplomatique, effectivement, parce que c'est l'efficacité, il faut être efficace. Et je privilégie que aussi on tienne tête aux États-Unis d'Amérique qui mettent en danger des filières de production, notamment d'alcool. C'est plus important que de l'agitation contre l'Algérie. Là, il y a des vrais enjeux. On va avancer parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets qu'on aimerait aborder avec vous, Alexis Corbière, ce soir, notamment l'avenir du conclave sur les retraites. Moins de 3 semaines après sa mise en place, il prend du plomb dans l'aile après les déclarations de François Bayrou ce week-end qui ferme la porte à un retour à un âge de départ à 62 ans. Vu le contexte international, c'est irréaliste. Voilà ce qu'il dit. Même son de cloche chez le ministre de la Justice. Écoutez. Je pense que le Premier ministre a eu raison de dire que c'est pas raisonnable de revenir à 62 ans. Voilà. De manière générale, c'est pas raisonnable, chacun le sait. Mais par ailleurs, dans les difficultés, dans les efforts qu'on doit faire, c'est soit plus d'impôts, soit travailler davantage. Il faut travailler davantage. La guerre en Ukraine et ses conséquences en Europe ne doivent pas justifier une guerre sociale. Ce sont vos mots, c'est les mots que vous avez employés cet après-midi. Vous y allez fort en parlant de guerre sociale alors qu'on parle de guerre en Ukraine en face? Non, mais je voudrais évoquer... J'ai pensé cet après-midi, en 1936, quand il y a le gouvernement de Front Populaire, il naît dans un moment de menace de guerre en Europe. Depuis 1933, Hitler a pris le pouvoir en Allemagne, Mussolini en Italie. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une victoire électorale qui met en place les congés payés, la semaine de 48 heures passe à 40 heures, etc. Donc c'est pas parce qu'il y a la guerre que d'un seul coup on peut plus discuter avancée sociale. D'accord? Donc je suis de ceux qui pensent
il y a la guerre, il n'y a pas tout à fait la guerre sur le territoire national, mais il y a une situation de tension dont je suis conscient. Mais ça ne doit pas servir de prétexte politicien à ce que certains, d'un seul coup, ne veulent pas, tout simplement, respecter l'aspiration démocratique des Français, ça existe, qui sont opposés à cette prétendue loi Borne qui a été imposée par 49.3. Deuxièmement, vu que M. Bayrou a pris le choix d'un vocabulaire peu laïque de conclave, mais qui fait référence notamment au Vatican quand on désigne le nouveau pape, vous ne pouvez pas réunir en conclave, mais qu'une autorité dise le prochain pape, ça ne sera pas lui. D'accord ? S'il y a conclave, c'est ceux qui se réunissent qui décident de quelle couleur, à quel moment la fumée deviendra blanche. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que là où il y a, en plus vous avez compris que je suis pour l'abrogation de la loi Borne, quelque chose qui est inacceptable de la part de François Bayrou, c'est qu'il a dit, et notamment mes amis socialistes ont cédé à ça, on va faire une méthode nouvelle, on va tout remettre à plat, vous allez vous réunir et nous proposer des solutions sur la réforme des retraites. Sans tabou, ni totem. Oui, mais alors justement, Alexis Corbière, vous l'avez pas vu venir, cette fumée blanche? Vous allez me dire que... Non, parce que là, quand je vois votre tweet, j'ai l'impression que vous êtes surpris, parce que vous y croyez vraiment à ce conclave, vous avez vraiment cru qu'on reviendrait à Absolument pas. J'ai été de ceux qui avaient dit, si vous donc suivez rien n'a tweets, changé, en fait. Non, mais d'accord. Enfin, non, mais vous faites mine moi, d'être j'avais dit surpris. qu'il y avait un problème, et je l'ai dit à mes amis socialistes, Olivier Faure, que là où il se faisait en quelque sorte berner, c'est qu'il y avait un droit, à partir du moment, que je rappelle la méthode, François Bayrou disait, syndicats de travailleurs et patrons se réunissent, ils vont discuter, et puis après, leur travaux sera transmis à l'Assemblée nationale. Mais il va dire, il faudra que le consensus qui sortira du conclave. Et moi, j'avais dit, évidemment, le patronat, il est franc du collier. Il avait dit, nous ne voulons pas l'abrogation de la loi Borne, nous ne voulons pas revenir aux 62 ans. Donc, il avait en quelque sorte un droit de veto, vu que le but, c'était de trouver le consensus avec des gens, je peux les critiquer, mais je reconnais leur franchise, qui avaient dit, nous, on ne veut pas y toucher. Donc, il y avait entourloupe, si je puis me permettre. Mais toutefois... Donc, les socialistes ont été trop naïfs. Vous les avez avertis, moi, vous ont fait écouter. j'ai voté la censure. Mais là, je m'adresse à travers vous à M. Bayrou. Lui, quand même, il faut qu'il respecte sa parole. Il s'est adressé à l'Assemblée nationale et j'étais présent pour dire qu'on allait changer de méthode. Il avait même sous-entendu dans différentes interviews, je ne sais pas les citations exactes, mais vous les reconnaîtrez, que la manière dont la loi Borne avait été adoptée, ça n'allait pas, qu'il fallait rediscuter, trouver des bons, etc. Donc sous-entendu, tout était ouvert. Aujourd'hui, on est dans une situation... Il y a 2 secondes, vous disiez, de toute façon, il y avait une entourloupe dès le début. Non, mais de toute manière, c'est un instrument politique pour éviter la censure. de la manière dont il s'est présenté à l'Assemblée nationale. Enfin, je voudrais donner un dernier argument, parce que les Français peut-être se disent « Ah, mais on ne peut pas revenir là-dessus ». Vous savez, l'économiste Michael Zemmour, que vous avez invité plusieurs fois, nous dit, et je trouve que cet argument ne vient pas assez dans le débat public, qu'il suffirait d'augmenter les cotisations, je dis bien les cotisations, de 0,15 points. Le patronat ne veut pas en entendre parler, vous le savez. D'accord, mais attendez, le patronat ne veut pas entendre parler. C'est pas seulement des cotisations patronales, madame. Y compris ce que dit Michael Zemmour, c'est que les cotisations peuvent être partagées entre salariés et patrons. Ça veut dire, il prenait ce chiffre, que pour quelqu'un qui gagne le SMIC, c'est 15 € par mois. Écoutez, je pense que quelqu'un qui gagne 15 € par mois, il peut peut-être accepter de mettre 8 € et 8 € le patron pour pouvoir travailler et arrêter de travailler quand il est encore en bonne santé. Parce que vous le savez très bien que la réalité, c'est que les gens ne vont pas jusqu'à 64 ans. En vérité, qu'est-ce qui se passe? Que de plus en plus de gens n'auront pas la totalité de leur trimestre, de leur cotisation, et vous aurez des retraités pauvres. Mais on va y revenir dans un instant sur le financement, et je vais donner la parole à Christophe Barbier dans un instant, mais juste pour être clair, là, ce que vous êtes en train de dire, moi, si je vous comprends bien, c'est que tous les arguments qui ont été avancés par François Bayrou, le contexte international, il va falloir se réarmer, il va falloir qu'on revoie nos priorités. Tout ça, vous dites, tout ça, c'est foutaise, c'est un prétexte. De toute façon, François Bayrou avait comme idée de ne pas revenir sur l'âge de 62 ans. C'était le plan dès le début? Je reprends les choses par ordre. Il voulait gagner du temps et il a réussi à embarquer certains de mes amis socialistes en leur disant « la méthode va changer, donc ne me censurez pas ». Personnellement, j'avais vu l'entourloupe. Ensuite, il était sans doute pas convaincu, je suis d'accord avec vous, et il était de mauvaise volonté pour revenir sur la loi Borne, mais il avait quand même mis en place quelque chose dans lequel il disait la discussion était possible, et il trouve le premier prétexte. Donc c'est un prétexte pour vous? Non, mais attendez, il y a un sujet sérieux. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de 1936. Vous savez, il y a un sujet sérieux qui est de quelle manière on fait face à l'agression russe en Ukraine, comment on est solidaire avec le peuple ukrainien. Je suis favorable à ce que nous aidions matériellement, y compris par des armes, le peuple ukrainien à résister. Ça, c'est un sujet sérieux. Mais ce qui n'est pas sérieux, c'est de profiter de l'occasion pour dire, tiens, au passage, la réforme Borne qui fait travailler les Français plus longtemps, tiens, je l'impose définitivement. Ça, c'est petit par rapport aux enjeux. Et c'est pourquoi je prenais l'exemple de 36, écoutez-moi bien, même face à la menace fasciste, on a fait les congés payés. Justement, quand on regarde l'avant-guerre, on a les avancées sociales et on a la montée des périls. Léon Blum engage le Front populaire dans une véritable politique de réarmement, de rattrapage du retard, et il bute sur les 40 heures.
la semaine de 40 heures a empêché de rattraper le retard qu'on avait aussi vite que Léon Blum le voulait. Donc les avancées sociales, par ailleurs légitimes, ont quand même handicapé cette course aux armements, par ailleurs sans doute avec trop de retard pris pour que ça soit vraiment rattrapé. Donc on ne peut pas quand même complètement décorréler les deux. Sinon, il faut faire la retraite à 55 ans et la semaine de 32 heures. Et hop, on pourra aussi défendre le pays. Non, c'est un vrai sujet sérieux. Qu'il soit proposé avec un peu de précipitation par un exécutif qui veut dramatiser, c'est probablement le cas. Mais on doit réfléchir globalement. Nous devons, pour les années à venir, pour l'économie et pour les armements, travailler plus longtemps. Ce qui est anormal, c'est qu'on ne puisse pas partir à 64 ans dans ce pays sans être avec le dos brisé, le moral à zéro et cassé par le travail. Donc l'effort que nous devons faire, c'est rendre le travail, tous les travaux, toutes les tâches, supportables jusqu'à 64 ans. À une époque où nos voisins sont à 67, certains envisagent 69, nous ne pouvons pas rester en dehors de ce débat. La normalité française, c'est la pénibilité du travail. Non, mais pénibilité psychique et physique. je complète. Corrigeons votre question, ce défaut-là Christophe. et travaillons plus. Là, finalement, le gouvernement est pris à son propre piège parce qu'il a l'air de sous-entendre, et d'une certaine façon, vous allez dans son sens, Alexis Corbière, que c'est à cause du conflit ukrainien qu'on ne peut pas revenir sur la retraite, vers la retraite à 62 ans. Ça n'a rien à voir avec le conflit ukrainien. Le conflit ajoute c'est présenté comme tel par François Bayrou. Il y a le conflit ukrainien sur lequel il faudra trouver des financements, mais la question des retraites, du financement des retraites, il est posé de façon très forte à l'ensemble du pays, avec un déficit colossal, avec des retraites qui ne sont pas financées, et avec un déficit qui va s'accumuler. 15 milliards en 2035. Et on voit que une des problèmes de financement Madame Bachelot, je termine d'une phrase. Mais je vous nommerai, si c'était moi, je vous nommerais porte-parole du gouvernement parce que ce que vous dites est limpide. Au moins, vous dites tout ça, de toute manière, dès le départ. La méthode Bayrou était pipeau. De toute manière, faut pas toucher à la loi Borne. Vous parlez d'or, mais... La méthode Bayrou, effectivement, il a fait une connerie de stratégie, non pas de fond. C'est-à-dire qu'il aurait dû laisser le conclave se dérouler. Il avait fixé, une limite qui était de rééquilibrer le système des retraites en 2030. Ça n'aurait pas été possible. Le conclave aurait déclaré son échec et roule ma poule, si je puis dire. Mais alors attendez, Roselyne, vous êtes en train de dire, comme Alexis Corbière, que le climat géopolitique actuel, c'est un prétexte qui a été donné par François Bayrou, c'est pas la vraie raison. Un dérapage, ça existe à tout le monde. Il y a un journaliste qui lui pose une question. Maladresse de François Bayrou. À 62 ans, et il n'a pas vu qu'il était tombé dans un piège. Il faut pas. On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Il faut pas. Oui, mais alors attendez, parce que c'est pas une référence républicaine. Non, mais alors attendez. Jean-François Paul, comment ça? Non, mais Alexis Corbière, il y a quand même une question qui est soulevée, quoi qu'il arrive, par François Bayrou, en évoquant ce contexte international. Et Édouard Philippe, par exemple, l'a dit aussi. Il dit, voilà, ce conclave, il est hors sol. Il y a le président du Conseil d'orientation des retraites, le président du corps, qui disait que l'entrée dans une économie de guerre. Monsieur Sett, pardon. Oui, c'est ça. Gilbert Sett qui dit, voilà, ça rend secondaire, voire dérisoire, les débats actuels autour des 64, 62 ans. Est-ce que c'est le moment d'avoir ce débat-là, vu les enjeux en ce moment internationaux? Plus que jamais, c'est le moment. Plus que jamais. Si on demande un effort au pays, si vous voulez que les gens s'engagent, si vous voulez que les gens aient confiance en la nation, si vous voulez même qu'ils risquent leur vie pour la nation, il faut que cette nation, elle donne envie. C'est une question de fond, ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, les grands résistants qu'on a salués, à commencer par M. Manoukian, qu'on a mis au Panthéon, il a donné sa vie pour la France, mais pour un idéal. Donc, ce que je veux dire, c'est pas deux questions secondaires. Quand on demande aux Français de faire un effort, ce qui est choquant, c'est que les plus fortunés, qui ont vu leur fortune s'accumuler, eux nous disent qu'ils ne veulent pas en faire. Voire même pour certains, je vais pas les nommer, qui trouvent que c'est quand même, qui était présent à l'investiture de M. Trump, qu'il a un peu raison. Donc qui est français, qui est patriote à l'heure actuelle? Les travailleurs qui demandent à ce qu'ils soient respectés dans leur travail et que le partage de la richesse soit fait aussi en leur faveur et qu'on ne les fera pas travailler davantage, ou ceux qui leur disent toujours plus, c'est toujours vous qui allez donner davantage, et y compris peut-être demain risquer leur vie, ce que je ne souhaite pas. Donc c'est pas possible. Vous avez balayé l'argument, mais quand un économiste vous dit qu'il suffirait de 0,15 augmentation. Non, je ne l'ai pas balayé, je disais le MEDEF. Voilà, la réponse du MEDEF, c'est une ligne rouge. J'ai bien compris, je vous interpelle, c'est un art, de manière rhétorique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres solutions qui existent. Mais non, c'est toujours les mêmes solutions que vous proposez. L'augmentation des prélèvements. Oui. Et vous, c'est toujours la même solution. Vous proposez chez Eritrea et votre journal, ne touchons pas au Mago, touchons pas au Grisby, il est hors de... On va être très clair, vous laissez le journal de côté. Non, mais je vous dis ce que je pense. Non, mais frère... Moi, ce que je pense, ce que je vais vous dire, c'est un peu ce qui a été dit par
Christophe et tout à l'heure Roselyne, c'est que on ne pourra pas faire l'économie de travailler plus longtemps. C'est impossible. Mais il faut que ça soit supportable. Je peux vous couper? Attendez. Bah oui, j'ai pas parlé encore. Non, mais parce que si vous me dites qu'il faut produire davantage, je vous propose une chose, c'est qu'on travaille, qu'on soit plus nombreux à travailler. Travailler. Justement, Là, on va augmenter la production du pays. On a aujourd'hui un chômage de masse. Ça, on pourrait travailler à ça. Deuxièmement, cher Yves Tréhard, écoutez-moi. J'ai pas parlé. Non, mais réponds. Mais s'il vous plaît, parce que moi, le problème, c'est que vous pouvez mettre la retraite. Alors, vous pouvez mettre la retraite à 66, 67 ans. À l'heure actuelle, le problème qu'on a, c'est qu'au-dessus de 55 ans, on le sait bien. Beaucoup de gens ne vont pas jusqu'à là. Mais c'est pas vrai. Ah bah bon, d'accord. Plus toutes les études le montrent, et même M. Gilles Berset l'a encore dit d'ailleurs, plus vous reculez l'âge de départ à la retraite, plus vous travaillez longtemps. Pourquoi? Parce que les entreprises sont moins tentées de vous licencier. De vous licencier. Pourquoi? Parce que si elles vous licencient, eh ben, ça coûte de plus en plus cher. Parce que l'âge de départ à la retraite est de plus en plus Mais lointain. le taux d'emploi des seniors reste quand même trop faible en France. On a un taux d'employabilité extrêmement faible des plus de 50 ans. Alors, attendez, chacun votre tour, parce que sinon... Non, mais alors, attendez, parce qu'on s'entend pas. Donc, chacun votre tour, et vous terminez. Il a augmenté de 10%, si ma mémoire est bonne, le taux d'employabilité des seniors en France. C'est quand même pas mal, depuis qu'on a augmenté l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, là où je suis d'accord, c'est qu'il ne faut pas, évidemment, mettre tout le monde au même régime. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, et c'est ce que la retraite, malheureusement, la dernière réforme a un peu balayé, c'est qu'il doit y avoir des dérogations pour certaines catégories de la population qui ont des travaux pénibles, pour les femmes, enfin, il y a plein de choses à faire qui ont malheureusement été oubliées par la réforme. C'est pas oublié, c'est en 2017-2018, j'ai oublié la date, qui ont même été potentiellement, c'est aussi l'objet des discussions de la part d'Emmanuel Macron sur toute une série de pénibilités. Ça, c'est la troisième chose, et après j'ai fini, la troisième chose, c'est qu'il faut décorréler évidemment de la crise internationale, et puis dire que M. Bayrou, s'il a créé ce conclave qu'il a requalifié d'ailleurs, c'est la conférence sociale, c'est évidemment pour gagner du temps et pour sauver sa peau. Vous décorrélez du contexte international? Mais évidemment, parce que Roselyne a raison. De toute manière, le problème se pose. Non, mais Sébastien Lecornu dit qu'il va falloir doubler le budget de la défense d'ici 2030 à 100 milliards. Vous oubliez juste une chose, juste un petit détail. Un argument politique. Le peuple. On ne fait pas, je vais vous dire, à part une Union soviétique où c'est un pays totalitaire, on ne fait pas le bonheur du peuple sans sa volonté. Quels que soient vos arguments, même si je suis un imbécile et vous avez raison, si vous n'avez pas convaincu le peuple, vous n'avez pas le droit de le faire. Et le problème de toute cette affaire de retraite, c'est qu'il n'y a pas eu de majorité à l'Assemblée nationale. Toutes les études ont démontré que le peuple était contre. Il y a eu des mobilisations. Et si vous brutalisez les gens, dans un moment où tout de même, vous balayez encore l'argument, il y a des fortunes accumulées qui refusent de cotiser davantage dans le pot commun. On a proposé la taxe Zuckman uniquement sur les 1400 personnes les plus riches. On n'en veut pas. Alexis Corbière, vous avez raison. Il faut convaincre le peuple que c'est pour l'intérêt général et surtout pour l'avenir de leurs enfants qu'il faut travailler plus. Mais dire au peuple, avec nous 60 ans ou 62 ans, 32 heures par semaine, comme on l'entend sur beaucoup de places dans l'échiquier politique, c'est pas convaincre le peuple, c'est de la démagogie. Non mais d'accord. C'est de la démagogie. Monsieur Barbier, c'est il faut résister. Il faut résister à la démagogie. Je vous traite. Non, mais attendez, pardon. Je suis d'accord avec vous. C'est méprisant. Non, mais je suis d'accord avec vous. Quand on dit aux gens, il va falloir passer à 64 ou à 65, il faut leur démontrer que c'est nécessaire. Christophe Barbier. Leur démontrer que les autres solutions complémentaires sont contre-performantes et surtout l'accompagner. Leur dire, on va vous demander un effort, mais sur la pénibilité, on va travailler. Non mais avec tout le respect, parce qu'en plus, j'ai beau ne pas être d'accord avec vous, honnêtement, je vous respecte. Mais moi le même. Non mais entendez, quand vous dites c'est de la démagogie, et je le dis vraiment pour la rhétorique entre nous, vous mesurez combien c'est méprisant? Moi, je vous dis pas que vous êtes un démagogue. Vous ne pouvez pas dire 62 ans, vous ne le faites pas. Alors, attendez, on va pas remettre d'accord. Les gens, mais pour l'instant, le débat a eu lieu. Alexis Corbière, le débat, vous dites, a eu lieu. Mais non, parce qu'en l'occurrence, là, pour l'instant, sur le conclave, on ne sait pas ce que va donner ce conclave, parce qu'il y a les syndicats qui vont se réunir, ils ne savent pas s'ils vont poursuivre les réunions si le Premier ministre leur dit jusqu'en juin. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites, est-ce que ça a un intérêt de continuer ce conclave, justement, pour en débattre, et justement, pour faire de la pédagogie, dans un sens comme dans l'autre, et de pouvoir éclairer, en tout cas, la vie des Français, ou est-ce que vous dites, de toute façon, ça ne sert à rien, ce conclave, il faut y mettre fin tout de suite et une mascarade? Petit 1, je me prends pas pour ce que je suis pas et je donne pas trop de conseils aux directions syndicales, d'accord? Bon voilà, donc elles feront en gros ce qu'elles voudront et j'ai totale confiance en Sophie Binet notamment et la CGT, ses négociateurs, j'en connais certains, c'est des gens sérieux. Moi je pense, après, et d'ailleurs avec quelques amis, on va faire un appel là-dessus qu'il faut arrêter, moi je suis plutôt pour qu'on arrête et que ça revienne la discussion au Parlement, point final, et que au Parlement soit soumis un vote
qui permet de savoir si, oui ou non, on peut abroger notamment la réforme. Un essai de démocratie sociale que vous niez, là. Laissons cette commission se dérouler gentiment. Vous êtes un cerveau habile, mais vous ne pouvez pas être sur tous les registres. Vous avez dit vous-même, et vous parliez d'or, que de toute manière, tout ça, ça ne donnera rien. De toute façon, c'est impossible, vous l'avez démontré. Est-ce que ça ne permet pas d'avoir un débat Non, mais François Bayrou nous dit même, ça ne peut pas déboucher. Soit on discute... Non, mais la démocratie sociale, c'est deux choses l'une. Tout est sur la table. Toutes ces solutions. Là, de plus en plus, on comprend que, de toute manière, François Bayrou n'en veut pas. Mais attendez, la démocratie sociale non plus, c'est pas 30 millions de salariés qui sont équivalents de quelques milliers de Mais patrons. quand les salariés gèrent l'Agirc Carco, ils sont déjà sur quelque chose de beaucoup plus dur que ça. Ils ne sont pas sur la retraite à 62 ans. A dit que ça irait au Parlement. Oui, mais enfin, on a compris qu'il n'y aura pas d'accord. Bon, et puis encore faut-il que le conclave ait lieu. Donc ça, c'est pas encore gagné. Donc moi, je suis pour que démocratiquement, les représentants du peuple élus se saisissent de cette question. Voire même, on suspend tout et on le met dans la discussion à la prochaine élection présidentielle. Les syndicats sont beaucoup plus durs que la réforme. J'ai une question encore pour vous, Alexis Corbière, avant d'évoquer l'avenir de la gauche, mais sur ce sujet des retraites et sur les déclarations je vous vois déjà sourire, mais sur les déclarations, je sens que vous avez hâte, sur les déclarations de François Bayrou qui ferme donc la porte à un retour à l'âge de 62 ans. Est-ce que c'est un motif de censure pour vous? Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'on entend les socialistes notamment crier à la trahison depuis hier, mais ils n'agitent pas le chiffon de la censure. Alors, j'ai beaucoup de défauts, mais je ne suis pas socialiste. Non, mais je sais bien. Je vous confonds pas avec les socialistes, on le sait. Mais je suis pour l'unité. Non, mais ça a été un point de désaccord. Bon, moi, j'étais pas content. J'étais pour voter la censure, mais pour moi, ça ne devait pas être le motif qu'on fasse exploser le nouveau Front populaire. C'était pas une raison pour les insulter comme l'ont fait certains, la France insoumise et tout, machin. Bon, il y a eu un désaccord stratégique. Je pense que mes camarades socialistes devront tirer la conclusion qu'effectivement, François Bayrou ne mérite pas. Il faut rentrer à la maison et voter la censure. Oui, voilà, je reprends les expressions. Mais je veux dire, l'enjeu, c'est qu'on reste unis, parce que si on veut gagner, il faut rester unis. Il n'y aura pas de victoire dans la division. On va en parler d'être censuré. Oui, moi j'ai voté la censure la dernière fois. Et voilà, certains avaient un cheminement qui disait qu'il faut donner sa chance au produit. Je crois qu'on est en train de voir que la nature réelle du produit, c'est Bayrou qui en parle le mieux. Écoutez, Olivier Faure avait dit, on va voir, on va pouvoir, il me l'a même dit, les yeux dans les yeux, on va obtenir une instance dans laquelle on va pouvoir remettre sur la table la réforme des retraites. Si c'est pas le cas, voilà, et là, vous dites ils ont été trop naïfs, donc il faudra. C'est de la politique. En tout cas, les censurer. Honnêtement, s'ils avaient pu obtenir, les socialistes, le fait qu'on revienne sur la loi Borne, moi je dis que c'était une avancée sociale. Vous savez, moi, les syndicalistes, ils savent, même gagner peu, c'est bien. C'est mieux que promettre beaucoup et n'obtenir rien. Mais là, il nous a eu. Bon. Mais Christophe Barbier, j'entendais Laurent Jacobelli du Rassemblement National qui disait les déclarations de François Bayrou, effectivement, ça fait partie des éléments aujourd'hui qui peuvent faire pencher la balance vers la censure. Les socialistes, pour l'instant, n'agitent pas ce chiffon-là, mais ça peut le mettre en danger. Bien sûr, sur le sujet des retraites, on sait que l'addition qui permet la censure, elle peut être réalisée. Donc si François Bayrou demain proposait une réforme des retraites avec 65 ans, 66 ans, il serait renversé. Cela dit, depuis qu'il est arrivé à Matignon, il nous a quand même habitués à un certain nombre de boulettes, de maladresses, d'imprécisions, et puis il fait demi-tour, et puis il recule. Il y aura des questions à l'Assemblée nationale, il y aura l'occasion pour Bayrou de dire « vous n'avez pas compris ce que j'ai voulu dire et que j'ai peut-être d'ailleurs mal exprimé ». Bien entendu, je laisse au conclave toute sa chance, avec simplement comme contrainte. Il me semble que c'était impossible avec 62 ans, mais s'il me prouve le contraire, pourquoi pas? Il pourra faire machine arrière et désamorcer, en effet, et c'est même ce qu'a dit M. Lombard, si j'ai bien compris. C'est ce qu'a dit Lombard, parce que Lombard ne dit pas « mon Premier ministre a tort », il dit « il s'est mal exprimé, c'est pas ce qu'il voulait dire ». J'ajoute un point, Bayrou a fait tout cela, a dit tout cela, sous la pression médiatique d'Édouard Philippe. Interview dans le Figaro, réunion de congrès de son parti. Et Édouard Philippe, qui parlait de la retraite à 67 ans il n'y a pas longtemps, a mis l'accent sur... Comme quoi l'élection présidentielle rend fou tout le monde. Oui, Édouard Philippe met la pression. Et donc François Bayrou s'est senti un peu titillé, chatouillé par Édouard Philippe. Et je pense qu'il y avait un peu de cela dans sa maladresse, c'était de ne pas laisser la prime à Édouard Philippe. Il est dans une impasse. Est-ce l'élection présidentielle qui rend fou aussi Jean-Luc Mélenchon? Justement, vous parliez de la brutalisation du débat tout à l'heure, Alexis Corbière. On y vient, c'est l'œil de Raphaël. Oui, parce qu'on va reparler de Jean-Luc Mélenchon, de sa sortie hier auprès d'un journaliste. Ça fait près d'une semaine, Raphaël, que le sujet est sur la table et la France Insoumise a du mal à sortir de la polémique qui est liée, on va reprendre le point de départ, à la publication d'une affiche de Cyril Hanouna. Oui, l'affiche qui va s'afficher à l'écran.
et qui rappelle le style des caricatures antisémites des années 30. Alors, l'affiche ou le visuel, il a rapidement été supprimé du compte officiel LFI, mais c'est devenu un point de friction politique, notamment, y compris d'ailleurs au sein de la gauche, avec un homme qui semble aujourd'hui seul contre tous, Jean-Luc Mélenchon, qui refuse, malgré la suppression du visuel, de reconnaître une erreur. Et vous le disiez, Perrine, il a été interrogé là-dessus hier. Il a répondu extrêmement vivement. L'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas? Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? De quel droit? Qui vous êtes? Parce que c'est vous. Vous qui... m'accusez? Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre... Il ne fallait pas publier ce visuel. Alors attendez, donc maintenant on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de M. Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée? Moi je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo? Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Il y a beaucoup de choses dans cette séquence. 3 éléments que j'ai identifiés. D'abord, Jean-Luc Mélenchon, il accuse l'extrême droite d'avoir surfé sur ce visuel. Alors, c'est vrai, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ont été heurtés, y compris à gauche, y compris des proches, ou plutôt des anciens proches. Je voudrais afficher un tweet de Clémentine Autain, ex-figure de LFI, pour qui Jean-Luc Mélenchon ne voit donc pas que recourir à l'imagerie brune des années 30 n'est pas possible. Un message d'ailleurs qui me semble vous avez relayé, Alexis Corbière, et puis Fabien Roussel, qui a également jugé que cette affiche reprenait les mêmes codes antisémites que les caricatures des années 30. Et ce qui a fait réagir, c'est aussi le ton employé par Jean-Luc Mélenchon. On l'écoute à l'instant. De quel droit? Qui êtes-vous? Taisez-vous. En fait, dans sa réponse, Jean-Luc Mélenchon s'attaque aux journalistes qui lui posent la question. Il remet d'ailleurs même en cause son droit à poser des questions dans une stratégie assez agressive. Et hier, sur cette antenne, Fabien Roussel, justement, faisait un parallèle avec Donald Trump. Le bruit et la fureur, comme ça a été théorisé par Monsieur Mélenchon, c'est la même manière que fait d'ailleurs Monsieur Trump, tous ces dirigeants qui sont excessifs, vulgaires, outranciers, parfois mensongers. La politique, ça doit pas être ça. Et je voulais revenir sur un dernier élément qui est pour moi le plus important. Alors ça arrive souvent que Jean-Luc Mélenchon soit isolé, mais il garde quand même une sorte de garde rapprochée. Emmanuel Bompard, Mathilde Panot. Et là, pour la première fois, peut-être, on le sent totalement seul, y compris vis-à-vis justement de Manuel Bompard ou de Mathilde Panot, qui ont été interrogés justement hier sur cette polémique. Et tous les deux ont reconnu une erreur, notamment Manuel Bompard, qui a reconnu que ce visuel n'aurait pas dû être publié. Donc c'est un mea culpa qui est assez rare chez LFI. Et Alexis Corbière, alors vous n'êtes plus chez LFI, j'imagine que vous avez encore beaucoup de contacts avec des élus LFI. Cet isolement total de Jean-Luc Mélenchon, qui n'est même plus sur la même longueur d'onde que Manuel Bompard ou Mathilde Panot, est-ce que pour vous c'est nouveau, c'est une première, c'est un point de rupture inédit? Il y a beaucoup de choses qui sont des points de rupture inédits là-dedans, mais je voudrais dire, et à travers vous, m'adresser à tout le grand peuple insoumis, si je puis dire, il y a une possibilité que l'extrême droite gagne la prochaine fois et nous devons être unis. Je suis un unitaire. Et sans sectarisme, y compris avec la France insoumise. Mais sur cette ligne, on perdra. Si des camarades insoumis pensent que la manière dont Jean-Luc Mélenchon a réagi est un point d'équilibre à gauche, et s'ils pensent que ça nous permet de battre l'extrême droite, ils se trompent. Donc on arrête de jouer. On arrête de jouer. Ils ont fait une erreur terrible. Une faute politique. Tout le monde reconnaît, y compris Manuel Bompard, y compris Mathilde Panot, faut le dire clairement, sauf Jean-Luc Mélenchon. Pose un problème. Soit celui qui fait la communication est un ignorant. Parce que moi, j'ai été 20 ans prof d'histoire. L'affiche du juif Sousse, je l'ai montrée, d'accord, à mes élèves en lycée professionnel, pour leur montrer ce qu'est une caricature antisémite. Si personne ne voit qu'un personnage dans le noir, dans l'ombre, qui surgit, grimaçant, qu'un gros nez, des grandes oreilles, ça évoque. Là, je me dis, franchement, c'est une absence de culture. Et à gauche, on a de la culture historique. Soit, j'ose pas l'imaginer, à droite aussi, c'est un sale type celui qui l'a fait, s'il l'a fait en conscience. Et vu que moi j'ai été aussi écarté de la France insoumise, mais je veux pas régler des comptes soi-disant maintenant, fallait des gens plus professionnels avec des responsabilités, je pose une question, qui est responsable? Oui, parce que vous dites un sale type, mais il y a toute une chaîne de validation. Voilà. J'imagine qu'on ne publie pas une affiche. Parce qu'il y a aussi soi-disant, donc j'invite, moi j'ai plus la possibilité. Non, mais votre hypothèse c'est quoi? Est-ce que derrière... Sophia Chikot est responsable de la communication, Manuel Bompard il est responsable de tout, il m'a même exclu ça. Donc ils sont responsables de tout.
qui rendent des comptes. Les militants insoumis, moi j'ai plus de moyens de Donc ça discuter n'a en pas interne. pu échapper à la validation de Manuel Bompard, ce que Ce vous serait dites. incroyable. Vous imaginez que des affiches sont fabriquées comme ça, sans que personne, sans qu'il n'y ait pas un bon à tirer, ça existe dans Mais alors c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt derrière? C'est quoi? C'est provoquer du buzz, c'est le bruit et la fureur, comme le dit Fabien Roussel, c'est parler, moi, ce que je vois, pour je dire vais de vous faire dire, parler, c'est de faire de la que polémique. Ou de plaire à une certaine France, la France Plaire à une nouvelle, certaine France. qui peut être sensible. Non, mais ça, c'est l'aspect. Attendez, pardon. D'abord, il y a une manifestation samedi qui, moi, me semble importante contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'extrême droite. Pardon, l'expression un peu triviale. Là, ils salopèchent tout. Et ils vont foutre en l'air, l'abîmer, cette manifestation. D'accord ? Parce que je pense que beaucoup de gens vont se poser la question, est-ce que je vais dans cette manif qui était sur de belles idées, du moins des idées que je partage, et n'ont pas envie d'être assimilés à ça. D'accord ? Deuxièmement, le système médiatique, évidemment, est rude, parfois avec la gauche, même vous. Donc, faut un peu d'habileté, on se doute. Il faut faire attention à la manière dont on fait des choses. La France insoumise subit des attaques que je trouve souvent injustes d'antisémitisme. Donc il faut qu'ils fassent attention à la manière dont ils font leur visuel, au vocabulaire qu'ils utilisent. Et ce qui me sidère, alors que c'est Jean-Luc Mélenchon qui me l'a appris quand j'étais tout petit, mais c'est une insensibilité à ces questions-là. La question de l'antisémitisme, c'est pas une question secondaire dans l'histoire de la gauche et de la République. La gauche, elle s'est consolidée sur l'affaire Dreyfus. Et pourquoi on se réclame de Jean Jaurès? C'est Jean-Luc qui me l'a appris, qui m'a mis ses livres dans ses mains. C'est que Jaurès, à l'époque du débat à gauche, disait qu'il fallait prendre la défense du capitaine Dreyfus, même si c'était un bourgeois militaire, alors qu'il y avait des camarades prolétaires qui allaient passer il fait du en prison. Bon, d'accord. Donc on défend, on est sensible à cette question. Je vous ai vu détourner le regard. Je vous ai vu détourner le regard quand Jean-Luc Mélenchon s'adressait à ce journaliste que Raphaël a rediffusé l'extrait. Je vous ai vu détourner le regard comme ça. Non mais ça vous fait mal d'entendre votre ancien mentor parler comme ça? Non mais c'est une question politique. Je trouve qu'il y a un gâchis politique. Moi, vous savez, ce que je ne veux pas, c'est que Madame Le Pen ou son remplaçant, Monsieur Bardella, l'emporte la prochaine fois. Ce que je pense, moi, ma stratégie, c'est pour ça que je continue à venir sur vos plateaux, c'est que je pense qu'il faut comprendre, il faut l'union de la gauche. C'est pas simple, on a réussi à le faire. L'union avec Jean-Luc Mélenchon, après tout ce que vous venez de dire. Avec ses électeurs, avec tout le monde, mais même avec Jean-Luc, il devrait nous aider. Jean-Luc devrait comprendre le moment politique dans lequel on est. Il a la même éducation que moi. Attends, juste une chose et le contraire. Ben non, non, c'est pas parler avec vous. Comment pouvez-vous faire une chose et son contraire? C'est-à-dire, vous dites, c'est inadmissible ce qu'il a fait. Inadmissible, il ne pouvait pas ne pas être au courant. En plus, devant notre confrère, il dit clairement qu'il se met en position de victime. C'est-à-dire qu'il inverse la charge de la preuve. Non, mais ça ne me convainquait pas. Mais ce que dit votre collègue... Ce que vous dites, dites pas, c'est pourquoi vous continuez à faire chemin avec lui. Mais parce que, premièrement, ce que dit votre collègue est important, c'est que au sein de la France insoumise, de ce que j'ai bien compris, ils n'ont pas tous la même position. Oui, donc, parlant... C'est plutôt tous contre Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, je vais vous dire une chose. Excusez-moi si vous avez l'impression que je vous coupe la parole parfois, mais vous qui avez de la mémoire, dans les années 70, il y avait la même discussion. Il fallait passer avec le Parti communiste parce qu'il était lié à l'Union soviétique, qui était dangereuse. Et pourtant, l'intelligence de François Mitterrand était de dire qu'il faut s'allier avec toute la gauche telle qu'elle est. Moi, je suis pour qu'on s'allie avec la gauche telle qu'elle est. Les gens qui votent France Insoumise sont des gens, mais des vous l'avez dit vous-même il y a un instant, que le problème c'est que du coup la gauche se retrouve associée aux propos de Jean-Luc Mélenchon et c'est un effet repoussoir. Non mais d'accord, mais parce que je pense qu'en leur âme intérieure, les gens qui votent Insoumis n'aiment pas cette affiche et sont un peu honte en vérité, à tel point que même des dirigeants Insoumis ont le courage d'aller sur les plateaux télé et de dire pas la même chose que Jean-Luc Mélenchon. Et que Jean-Luc, il doit comprendre. Jean-Luc est un homme qui a des défauts, il a aussi des qualités. Il doit comprendre le rôle historique maintenant qu'il doit jouer. Il doit nous aider à faire l'unité, Jean-Luc. Il doit nous aider. Mais il doit comprendre peut-être que, et je le dis peut-être, moi j'ai la conviction qu'il ne peut plus être celui qui fait l'union, il doit aider à ça. Ça peut même être, pourquoi pas, quelqu'un issu de la galaxie insoumise. Mais l'union, alors attendez, pour candidat unique... sur ce que Christophe vient de dire, il doit aider en se retirant? Je pense qu'effectivement, il doit aider. Oui, sa stratégie qu'il a depuis 2 ans est devenue quelque chose qui ne permet plus cette union. Moi, c'est ce que je crois. En fortiori, s'il pense, Jean-Luc, que c'est sur lui, avec sa stratégie, il est en problème. Il a eu l'intelligence d'être le moteur de la NUPES et du Nouveau Front Populaire. Moi, je suis favorable à un candidat ou une candidate du Nouveau Front Populaire à l'occasion de l'élection présidentielle. Mais le choix qui est fait depuis quelque temps ne permet pas que ce soit lui qui le fasse. C'est un gâchis d'un certain point de vue. Cet homme avait toute la capacité d'être le prochain président de la République. Est-ce que les choses, vous qui avez encore des contacts au sein des Insoumis, est-ce que les choses sont en train de bouger en interne au sein de la France Insoumise? Est-ce qu'on est en train de se dire qu'on pourrait peut-être le mettre sur la touche, Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que c'est une idée qui progresse? Non, mais est-ce que c'est une idée qui progresse? Moi, je pense que ce que beaucoup d'amis au sein de la France Insoumise se disent, il faut que nous construisions quelque chose à côté de dynamique pour qu'ils nous rejoignent. Tant qu'il n'y a rien de significatif à côté, beaucoup de gens se disent
Écoute, c'est un peu de la langue ça de va bois, pas. Non, quand même, c'est hein. pas du tout de la langue de bois. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? Parce que Pourquoi vous dites ça? Il vous plombe, ce Non mais Jean-Luc attendez, Mélenchon. non mais moi je fais de la politique. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse se rassembler, qu'on n'attende pas non plus se mettre dans la roue de ce que va décider Jean-Luc Mélenchon. Je suis pour agir, je travaille à ce que l'ensemble de la gauche se rassemble, d'accord? Et je pense que beaucoup d'insoumis, dans la mesure où il y aura cette dynamique qui naîtra, viendront nous rejoindre. Et que la France insoumise viendra nous rejoindre. Parce que fondamentalement, je partage avec tous ces gens l'idée que le programme qu'ils proposent est un programme de partage des richesses, écologique, démocratique, que c'est un bon programme. Mais là, vous l'avez dit vous-même, il y a un choix que je ne comprends pas bien. Il y a une nouvelle France insoumise, si je puis dire, depuis 1 an et demi, 2 ans, qui est un choix de bétonisation de 10% autour d'une ultra-radicalité qui est de moins en moins rayonnant dans le reste de la gauche. Depuis le 7 octobre 2023, qui pense, je sais pas, qui pense particulièrement que comme tout le monde est nul à part eux à gauche, qu'au bout d'un moment, il y aura un vote utile en direction de eux et que 10-11% ce socle permettra de réagréger. Mais la gauche peut faire l'alliance avec ce petit socle de 10% qui se radicalise. La situation l'impose de faire l'alliance. Elle l'impose. Vous comprenez? C'est pour ça que je prenais l'exemple. Et vous ne pensez pas que c'est ça qui fera perdre la gauche? Vous savez, ils avaient beaucoup de raisons. La Hongrie avait été envahie, la Tchécoslovaquie. Oh là là. Et pour autant, oui, non, mais c'était les années 70, à tel point que des gens à droite disaient qu'il allait avoir les chars soviétiques sur les. C'est autre chose que ce qu'on reproche à Jean-Luc Mélenchon. Non, mais il y avait des sujets sérieux. Et pour autant, l'union de la gauche s'est faite. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on en est là. C'est pour ça que je suis triste, parce que c'est du gâchis. Et je suis pour terminer aussi, et je m'adresse à nouveau à Jean-Luc Mélenchon, comme il a une certaine influence dans la jeunesse. Tire-toi, Jean-Luc. Il a une influence dans la jeunesse. Il doit faire de la pédagogie. Il ne doit pas apprendre à des jeunes que cette affiche ne peut pas être accusée d'antisémitisme. Il le sait, Jean-Luc, que cette affiche est une folie, que c'est une erreur. Et pourquoi il ne le reconnaît pas, alors vous qui le connaissez bien? Je pense que c'est une erreur. Et ce que je trouve triste, c'est que sur les réseaux sociaux, je vois depuis quelque temps, des gens viennent en défense de Mélenchon pour dire « Oui, il a raison, finalement, il n'y a rien d'antisémite dans cette affiche. » On n'éduque pas la jeunesse, surtout si on va faire une jeunesse révolutionnaire qui veut changer le monde, en lui mettant dans la tête de telles sottises. Mais comme disait Christophe Barbier, est-ce qu'il le fait patiemment pour draguer une certaine partie de l'électorat? Parce que sinon, pourquoi il ne reconnaît pas l'erreur, comme l'a fait Emmanuel Bompard? Tout ce qu'ils font est bien, qu'on ne reconnaîtra jamais les erreurs, et au bout d'un moment, ils méséduquent. Ça, c'est une erreur. C'est vous qui en parlez le mieux de Jean-Luc Mélenchon. Il fait des années de pratique. Mais que les choses soient claires, je l'accuserai jamais d'antisémitisme. Jean-Luc Mélenchon n'est pas un antisémite. Il n'est pas un antisémite. Je le connais personnellement. Mais il ne voit plus l'antisémitisme. Je le connais personnellement, je ne lui ferai jamais ce reproche. Il ne le voit plus. Mais il est sur une stratégie, effectivement, il est sur une stratégie où quand il ne comprend pas, alors qu'il aurait une parole claire pour dire cette affiche est une erreur et celui qui l'a fait a fait une faute et on va se réorganiser. Mais là, il est dans quelque chose qui est une méséducation et qui a des conséquences. Et c'est pour ça que je dis aussi, comme je viens d'être franc avec lui, que j'ai un peu pris sa défense, il ne peut pas être l'homme qui nous rassemble. C'est terrible. Il l'a été de mon point de vue. Ce qui est malheureux, c'est que Jean-Luc Mélenchon, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, était jusqu'à présent un homme de conviction. Et que là, au moment de sa sortie, il est en train de mentir à ses convictions. C'est tragique. C'est absolument tragique. Parce que c'est quelqu'un qui, effectivement, a exercé un peu un rôle de chef de bande, en tous les cas de conscience pour la gauche, depuis une dizaine d'années, et qu'il est en train de déraper complètement à la sortie pour sa troupe. Si tant est que son choix de clientélisme électoral est un choix tout à fait opportuniste, que ça vous dérange ou pas, et puisque vous le dites, il n'est pas antisémite. C'est vous qui le dites. Donc s'il fait ce choix-là, c'est parce qu'il pense que ça peut être un choix payant électoralement. Et si c'est un choix qui peut être payant électoralement, eh bien, il est en train de tourner le dos. Il n'y a pas d'électorat antisémite en France, c'est pas vrai ça. Mais il n'est pas résiduel l'antisémitisme. Non, mais ce n'est pas vrai. Mais vous savez très bien ce que je dis. Oui, ben justement, moi je suis élu de Seine-Saint-Denis et j'accepte pas l'idée qu'on flatterait soi-disant nos concitoyens de confession musulmane. D'accord? Mais ça n'a pas d'effet électoral. Ça n'a pas d'effet électoral. Ça n'a pas d'effet électoral. Merci beaucoup, Alexis Corbière, d'avoir été notre invité. En fait, si je conclus, c'est Roselyne qui a très bien résumé votre position. Tire-toi, Jean-Luc. C'est ça, vous le dites en fait. C'est pas ce que j'ai dit aide-nous à faire l'unité. Aide-nous. Fais mieux et aide-nous. Et d'autres peuvent gagner. Merci beaucoup, Alexis Corbière.